Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1666, à 2 heures du matin, un boulanger de Pudding Lane, nommé Thomas Farinor, se réveilla en suffoquant. Sa maison était en feu. Avec sa fille et un serviteur, il parvint à s'échapper par une fenêtre du premier étage en rampant le long du toit voisin. Une servante, paralysée par la peur, refusa de les suivre et périt dans les flammes, devenant l'une des premières victimes de ce qui allait s'avérer la plus grande catastrophe urbaine de toute l'histoire anglaise moderne. Ce feu-là aurait dû s'éteindre seul. Des incendies domestiques de ce type se produisaient régulièrement dans les villes médiévales anglaises et se consumaient généralement en quelques heures, sans dépasser quelques bâtiments. Mais cette nuit-là, un vent violent soufflait depuis l'est, sec et constant, après plusieurs semaines de chaleur exceptionnelle, qui avait transformé les charpentes et les façades de bois de Londres en quelque chose qui ressemblait davantage à de l'amadou qu'à des matériaux de construction. En 4 jours, ce feu né d'une boulangerie allait consumer 13 200 maisons, 87 églises et la quasi-totalité de la cité médiévale de Londres, laissant plus de 70 000 personnes sans abri. Dans cette vidéo, nous allons reconstituer heure par heure ce grand incendie de 1666. Comment une étincelle dans une boulangerie devint une catastrophe nationale et comment ce désastre transforma pour toujours l'une des grandes capitales du monde. Si l'histoire des grandes catastrophes vous passionne, abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour ne manquer aucune de nos prochaines reconstitutions. Pour comprendre pourquoi cet incendie se propagea avec une telle violence, il faut d'abord comprendre ce qu'était Londres en 1666. Une ville de près de 500 000 habitants, la plus grande d'Angleterre, et l'une des plus peuplées d'Europe, construite en grande partie selon un plan médiéval hérité de plusieurs siècles de croissance organique désordonnée. Les maisons s'entassaient les unes contre les autres, le long de ruelles parfois si étroites, que les habitants des étages supérieurs pouvaient se serrer la main d'une fenêtre à l'autre. Les structures étaient presque entièrement en bois, avec des toits en chaume dans les quartiers les plus anciens et des façades en encorbellement, où chaque étage débordait légèrement au-dessus de celui du dessous, créant des tunnels semi-couverts qui canalisaient le vent et concentraient la chaleur entre les bâtiments. La ville sortait à peine d'une année catastrophique, ravagée en 1665 par une épidémie de peste bubonique qui avait tué plus de 100 000 personnes, vidé temporairement de nombreux quartiers et épuisé les ressources municipales, au point que les infrastructures de base n'avaient pratiquement pas été entretenues depuis des mois. La cité de Londres proprement dite, le kilomètre carré historique entouré des anciennes murailles romaines, concentrait une densité humaine et commerciale proprement stupéfiante. Des entrepôts remplis de matériaux hautement inflammables longeaient directement les berges de la Tamise, tallow, résine de pine, huile, foin, charbon de bois, cordes goudronnées, alcool stocké dans des barils de bois. Ces dépôts alimentaient le commerce maritime qui faisait la richesse de la ville, mais constituaient simultanément une réserve de combustible d'une quantité et d'une variété que tout pompier moderne observerait avec horreur. Et par-dessus tout cela, ce mois de septembre 1666 secondouvrait sur un contexte météorologique particulièrement sinistre. L'été avait été exceptionnellement sec, l'un des plus chauds dont les chroniqueurs de l'époque gardaient le souvenir, suivi d'un vent d'est persistant qui soufflait depuis plusieurs jours au moment précis où les flammes de Pudding Lane commencèrent à lécher les murs du bâtiment voisin. Le maire de Londres, Sir Thomas Bloodworth, fut réveillé dans la nuit du 1er septembre pour être informé de l'incendie. Il se rendit brièvement sur les lieux, observa les flammes encore localisées et prononça une phrase que l'histoire allait retenir cruellement contre lui. Une femme pourrait pisser dessus et l'éteindre, aurait-il dit, selon plusieurs témoignages contemporains, avant de retourner se coucher. Cette décision de ne pas ordonner immédiatement les démolitions préventives de maisons qui auraient pu créer des coupe-feux efficaces allait coûter à la ville plusieurs jours d'enfer supplémentaires. Car à cette époque, il n'existait aucun corps de pompiers professionnels à Londres, aucun réseau d'eau sous pression, aucune organisation centrale de lutte contre l'incendie. La seule méthode véritablement efficace pour arrêter un grand feu était de détruire méthodiquement les bâtiments situés sur sa trajectoire, créant ainsi des zones dénudées que les flammes ne pouvaient plus franchir. Mais chaque démolition nécessitait l'autorisation du propriétaire concerné, et cette nuit-là,
Personne n'avait l'autorité suffisante pour ordonner des démolitions à grande échelle sans ce consentement préalable. Ce qui se passa dans les heures suivantes explique tout ce qui allait durer 4 jours. Restez avec nous, car la progression heure par heure de ce feu révèle une série de décisions et d'hésitations dont chacune, prise individuellement, aurait pu changer radicalement l'issue de cette catastrophe. Au lever du jour, le 2 septembre, le feu avait déjà largement débordé de Pudding Lane pour atteindre Fish Street Hill et commençait à progresser vers le pont de Londres, la seule traversée de la Tamise qui existait alors dans la ville. Le vent d'est soufflait toujours avec la même régularité implacable, poussant les flammes vers le cœur densément construit de la cité. Samuel Pepys, fonctionnaire de l'amirauté dont le journal personnel constitue l'un des témoignages les plus précieux sur ces événements, se réveilla tôt ce matin-là, alerté par sa servante, observa l'incendie depuis sa fenêtre et décida d'aller en bateau sur la Tamise pour mieux évaluer l'ampleur du sinistre. Ce qu'il vit depuis l'eau le troubla suffisamment pour qu'il décide d'aller directement trouver le roi Charles II à Whitehall pour lui rapporter la situation. Charles, contrairement au maire, saisit immédiatement la gravité de ce qui se jouait et ordonna des démolitions préventives à grande échelle, donnant également l'ordre à son frère Jacques, duc d'York, de superviser personnellement les opérations de lutte contre l'incendie. Mais il était déjà presque trop tard pour les quartiers directement sous le vent. Les entrepôts de Tameside commencèrent à s'enflammer un par un tout au long de la matinée, la résine de pine et le tallow stocké en quantité massive, ajoutant à l'intensité des flammes une chaleur si extrême que les pompiers improvisés ne pouvaient s'en approcher à moins de plusieurs dizaines de mètres. Les pompes à eau disponibles, de petits dispositifs mécaniques tirés sur des chariots, ne produisaient qu'un jet d'eau insuffisant pour combattre des foyers de cette intensité. Les conduites d'eau en bois, qui alimentaient certains quartiers, furent détruites par les flammes, avant même que les secouristes puissent en faire usage. Et pendant ce temps, des milliers de Londoniens qui auraient dû être organisés en chaîne humaine pour transporter de l'eau depuis la Tamise, fuyaient dans la direction opposée, portant leurs possessions les plus précieuses dans leurs bras, cherchant à mettre une distance maximale entre eux et ce mur de feu qui avançait vers eux à une vitesse croissante. Les scènes qui se déroulaient dans les rues de la cité ce matin-là dépassaient tout ce que la plupart des survivants avaient jamais imaginé voir de leur vivant. John Evelyn, autre diariste de l'époque dont le témoignage complète celui de Pepys, décrivit des milliers de personnes marchant silencieusement en file, le regard vide, portant dans leurs bras des objets apparemment choisis au hasard dans la confusion de la fuite, des livres de contes, des portraits de famille, des vêtements du dimanche. Les rues trop étroites créaient des embouteillages humains qui ralentissaient l'évacuation à un point critique, des personnes âgées et des enfants se retrouvant coincés dans des ruelles, alors que les flammes approchaient à quelques mètres seulement. Les prix des carrioles et des bateaux sur la Tamise montèrent en quelques heures à des niveaux que seuls les habitants les plus aisés pouvaient se permettre, laissant les plus pauvres sans autre option que de fuir à pied vers les champs qui s'étendaient au-delà des murailles de la ville. Le deuxième jour d'incendie, le 3 septembre, vit les flammes atteindre la cathédrale Saint-Paul, ce monument médiéval massif dont beaucoup pensaient qu'il résisterait naturellement au feu grâce à l'épaisseur de ses murs de pierre. Cette illusion de solidité s'effondra lorsque la chaleur accumulée fit exploser les pierres de la façade, et que le plomb fondu du toit commença à couler en rivières lumineuses le long des gouttières et des ruelles adjacentes, incendiant tout ce qu'il touchait sur son passage. Les échafaudages de bois dressés contre certaines parties de la cathédrale en cours de rénovation offrirent au feu une prise immédiate et dévastatrice. La bibliothèque de la cathédrale, ses trésors artistiques et ses archives accumulées pendant plusieurs siècles disparurent en quelques heures dans un brasier que les contemporains décrivirent comme visible depuis des kilomètres à la ronde. Et c'est précisément à ce moment que la situation atteignit son point le plus critique, celui où même les efforts désormais coordonnés commençaient à sembler insuffisants face à l'ampleur du désastre. Restez avec nous, car ce qui changea dans les heures suivantes explique comment Londres parvint finalement à survivre à ce qui aurait pu devenir sa destruction totale. Le duc d'York, organisant enfin les démolitions préventives avec l'efficacité militaire qu'un fonctionnaire municipal n'avait pas su imposer 2 jours plus tôt, établit plusieurs postes de commandement
au carrefour stratégique de la ville. Des groupes de soldats et de marins royaux, munis de crochets de démolition, de pioches et de barils de poudre, utilisés pour faire sauter les fondations les plus solides, commencèrent à abattre méthodiquement des rangées entières de bâtiments sur la trajectoire probable des flammes. Cette stratégie, élémentaire dans son principe, mais terrifiante dans son exécution pour les propriétaires, qui voyaient leurs maisons détruites préventivement par des soldats, avant même que le feu ne les atteigne, commença progressivement à porter ses fruits. Les zones dénudées créées par ces démolitions forcées privaient le feu de sa nourriture essentielle, ralentissant son avance dans certains secteurs pour la première fois depuis le début du sinistre. Dans la nuit du 4 septembre au 5 septembre, le vent changea enfin de direction, s'affaiblit, puis tomba presque complètement. Ce changement météorologique, combiné aux démolitions préventives enfin menées à grande échelle, permit aux équipes de lutte contre l'incendie de reprendre progressivement le contrôle de la situation. Les derniers foyers importants furent maîtrisés le 5 septembre au matin, 5 jours après que les flammes avaient pour la première fois léché les murs de la boulangerie de Thomas Farinor. Lorsque les survivants purent enfin parcourir à pied ce qui restait de la cité, le spectacle qui les accueillit les laissa sans mots. Là où s'était dressé l'un des quartiers les plus denses et les plus actifs d'Europe, s'étendait désormais une plaine de cendres et de ruines calcinées, ponctuée par les squelettes de pierre de quelques murs et de quelques arches d'église, ayant partiellement résisté aux flammes, le tout encore fumant dans la lumière grise du petit matin. Le bilan matériel fut colossal. 13 200 maisons détruites, 87 des 107 paroisses de la cité rasées, 44 entreprises commerciales et guildes disparues. La superficie totale dévastée représentait environ 400 hectares, au cœur même de la ville la plus importante du royaume. Quant aux victimes humaines directes de l'incendie, les chiffres officiels restent étonnamment bas, seulement quelques morts formellement attestés dans les archives, un chiffre que de nombreux historiens considèrent comme largement sous-estimé, les décès des plus pauvres, ayant rarement été consignés avec la même précision que ceux des bourgeois et des marchandes. La réalité vécue par les 70 000 personnes se retrouvant sans logement fut néanmoins une catastrophe humanitaire immédiate. Des milliers de familles dormant dans les champs à l'extérieur des murailles, exposées aux nuits de septembre, sans provision ni certitude sur leur avenir proche. La recherche d'un responsable commença presque immédiatement. Un Français d'origine protestante nommé Robert Hubert se présenta lui-même aux autorités en affirmant avoir délibérément allumé l'incendie à la demande de conspirateurs catholiques. Ses aveux étaient incohérents et il s'avéra rapidement que Hubert ne se trouvait même pas encore en Angleterre au moment où le feu s'était déclaré, puisqu'il n'avait accosté à Londres que 2 jours après le début du sinistre, selon les registres portuaires. Malgré ces contradictions flagrantes, il fut reconnu coupable et pendu en octobre 1666. La tension religieuse et politique qui traversait l'Angleterre depuis des décennies entre catholiques et protestants, dans un contexte de guerre ouverte contre la France catholique, rendait ce type de bouc émissaire politiquement pratique, à une époque où la vérité importait souvent moins que la nécessité d'une explication satisfaisante pour une population traumatisée. La reconstruction de Londres suivit un plan élaboré avec une rapidité remarquable. Christopher Wren, architecte de génie déjà connu à la cour royale, soumit un projet de reconstruction complète de la cité selon un plan en damier rationnel avec de larges avenues droites remplaçant le réseau de ruelles médiévales. Ce projet radical, bien que salué sur le plan urbanistique, se heurta à la réalité juridique et économique des droits de propriété existants, les anciens propriétaires refusant massivement de céder leur terrain pour permettre le réalignement des voies. La reconstruction se fit donc finalement selon un plan très proche de l'ancien tracé médiéval, mais en imposant cette fois des matériaux non combustibles, la brique et la pierre, remplaçant obligatoirement le bois sur toutes les façades, les toitures en ardoise, remplaçant définitivement les charpentes exposées. Wren supervisa néanmoins la construction de 52 nouvelles églises pour remplacer celles détruites, couronnées par la nouvelle cathédrale Saint-Paul, dont le dôme monumental mit plus de 35 ans à s'achever, devint le symbole architectural de la ville reconstruite et domine encore aujourd'hui le panorama de la city londonienne. Un monument commémoratif, connu simplement sous le nom de Monument,
fut érigé à quelques dizaines de mètres seulement de la boulangerie de Pudding Lane, où tout avait commencé. Une colonne de 62 mètres de haut, positionnée précisément à 62 mètres du point d'origine du feu, une symétrie délibérée voulue par Wren lui-même, surmontée d'une urne de bronze doré représentant les flammes qui avaient consumé la ville. Il se dresse encore aujourd'hui à cet emplacement exact, entouré désormais par les gratte-ciels de verre et d'acier de la finance mondiale. Témoin silencieux de la nuit, où une étincelle dans une boulangerie transforma pour toujours l'une des grandes villes du monde. Ce qui rend l'histoire du grand incendie de Londres si particulièrement saisissante n'est pas seulement l'ampleur du désastre lui-même. C'est la leçon qu'elle offre sur la manière dont des décisions prises ou évitées dans les premières heures d'une crise peuvent déterminer l'écart entre un incendie ordinaire et une catastrophe nationale. Une boulangerie mal surveillée, un maire qui voulut dormir, un vent qui refusa de changer pendant 5 jours et des entrepôts remplis de combustible au bord d'une rivière. Aucun de ces éléments pris isolément n'aurait suffi. Réunis dans la même nuit de septembre 1666, ils suffirent à effacer plusieurs siècles de Londres médiévale en 4 jours à peine, et à forcer une ville entière à se réinventer depuis ses propres cendres. Si vous avez aimé découvrir le grand incendie de Londres de 1666, laissez un like et abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour soutenir notre travail. Dites-nous en commentaire quelle autre grande catastrophe historique vous aimeriez voir reconstituée dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.